Le 16 août 2025, à l'aube, un convoi de 57 camions chargés d'armes est intercepté à la frontière sud du Burkina Faso. Cette saisie surprenante de matériel militaire a non seulement interrompu une opération clandestine à grande échelle, mais a aussi révélé une fragilité surprenante dans les équilibres sécuritaires de la région. Que révèle cet événement sur la guerre invisible que mène Ibrahim Traoré et sur la vulnérabilité du Sahel face à de telles menaces? Ibrahim Traoré peut-il garder le contrôle? Ou cette saisie n'est-elle qu'un premier signal d'une plus grande menace imminente? La réponse pourrait bien redéfinir les bases de la sécurité nationale. La saisie des camions, le 16 août 2025, a marqué un tournant dans la lutte contre les réseaux clandestins au Sahel. Cette opération semble être un moment clé, mais elle soulève des enjeux cruciaux pour l'avenir de la sécurité au Burkina Faso. En stoppant ce convoi, l'État a montré sa capacité à réagir rapidement à une menace transnationale. Mais qu'en est-il des menaces invisibles, plus complexes, qui échappent au radar? Ibrahim Traoré, en maintenant un contrôle ferme et méthodique, a évité une escalade qui aurait pu entraîner des conséquences dramatiques. Toutefois, l'interception ne représente que la partie visible de l'iceberg. Derrière cette saisie se cache une problématique bien plus vaste. Des réseaux logistiques internationaux capables de déplacer des cargaisons massives d'armement en toute discrétion. La question qui se pose désormais est de savoir si l'État burkinabé sera capable de maintenir cette vigilance et de prévenir de futures menaces avant qu'elles ne se manifestent. La fragilité des systèmes de défense actuels du pays pourrait-elle être son talon d'Achille? Seul un engagement constant à prouver cette capacité de défense pourra rassurer la population et les partenaires internationaux. L'interception du convoi le 16 août 2025 n'est pas simplement un coup de filet ponctuel, elle marque un tournant stratégique dans la gestion des menaces au Burkina Faso. Ce convoi de 57 camions transportant des armes provenant de diverses régions de conflit démontre une organisation logistique complexe et une capacité de préparation impressionnante. Les autorités burkinabées ont réagi avec une rapidité surprenante, mais l'incident a révélé bien plus que de simples failles dans le contrôle des frontières. Oui, il a mis en lumière un réseau transnational qui, loin de se limiter à un seul passage de frontière, possède des ramifications multiples avec des itinéraires de repli et des sociétés écrans opérant dans plusieurs pays de la région. Ce que beaucoup ont perçu comme une simple saisie d'armement cache en réalité une architecture complexe de trafic d'armement qui s'adapte rapidement aux saisies et aux contrôles. Cette organisation est capable de remplacer un maillon défaillant sans compromettre l'ensemble du réseau. Les analystes estiment que ces armes, en plus de la cargaison saisie, auraient suffi à armer une armée de 40 000 combattants, ce qui renforce la perception d'une menace grandissante. Mais derrière cette réussite se cache un système bien plus résilient. Le convoi de 16 août n'était pas une exception, il fait partie d'un schéma bien établi. Les numéros de série des armes confisquées indiquent des origines multiples, dont des zones de guerre comme la Libye et le Yémen. Ce réseau sophistiqué montre que les routes de l'armement ne dépendent pas d'une seule source, mais qu'elles peuvent rapidement être redirigées et adaptées à l'évolution des conditions. Dans ce contexte, l'interception représente bien plus qu'un simple succès, elle est un signal d'alarme, un message selon lequel le Burkina Faso, et par extension le Sahel, est de plus en plus impliqué dans des dynamiques géopolitiques globales où les frontières deviennent léchées et deviennent perméables face à des adversaires qui savent encore s'adapter à l'imprévisible. Cette opération pourrait-elle être suffisante pour contrer l'impact de ces réseaux sur la stabilité de la région? Le capitaine Moussa Kaboré sur le terrain au moment de l'interception incarne un élément clé de la réponse initiale à cette menace. Confronté à un convoi étrangement lent et silencieux, il prend la décision risquée mais déterminante d'ordonner l'arrêt des camions sans aucune certitude quant à la nature exacte de la cargaison. Ce geste de prudence s'avère crucial, car il déclenche immédiatement une réaction en chaîne qui conduit à la découverte du vaste réseau logistique sous-jacent. Kaboré n'était pas sûr du tout du contenu du convoi au moment de l'interception, mais sa vigilance a permis de faire tomber un domino dans une structure bien plus complexe. Après l'arrêt, la réactivité de la hiérarchie militaire à Ouagadougou a été décisive.
En quelques heures, l'information a été hiérarchisée et transformée en actions concrètes, verrouillant les corridors terrestres pour empêcher toute fuite de la cargaison. Cette coopération rapide entre les forces locales et la coordination centrale a permis de contrôler la situation avant que le réseau ne puisse se disperser. Parallèlement à Ouagadougou, Ibrahim Traoré joue un rôle fondamental en apportant une vision stratégique. En évitant l'escalade verbale, Traoré impose une méthode axée sur les preuves et sur une réaction mesurée, loin des discours politiques enflammés. Cela a permis d'éviter une spirale de tension inutile et d'assurer une gestion claire de la situation. Le capitaine Kaboré en tant qu'acteur local et Ibrahim Traoré au niveau national ont ainsi trouvé un équilibre entre action locale et coordination centrale, renforçant ainsi l'efficacité de la réponse. Ensemble, ils ont posé les bases d'une gestion calme mais ferme de la crise, minimisant les risques d'escalade tout en permettant de remonter l'ensemble du réseau clandestin. Le 16 août 2025, l'interception du convoi à la frontière sud du Burkina Faso a été le catalyseur d'une série d'événements marquants. Au départ, l'opération semblait être un simple contrôle de routine, mais elle s'est rapidement transformée en une prise de conscience géopolitique. Le convoi, qui avançait lentement à travers des routes secondaires, était suffisamment suspect pour éveiller les soupçons des autorités locales. Cette lenteur anormale n'était pas simplement un hasard, mais une tactique délibérée utilisée par les contrebandiers pour évaluer leur environnement. Le capitaine, Moussa Kaboré, après avoir observé l'étrange silence et la lente progression des camions, a donné l'ordre de les arrêter. Ce moment, pris sur le vif, a été le point de départ d'une mobilisation sans précédent. L'arrêt des camions a permis aux autorités de saisir un convoi de 57 véhicules remplis d'armements provenant de régions de conflit comme la Libye et le Yémen. Mais ce qui semblait être un simple coup de filet était en réalité le point de départ d'une analyse beaucoup plus profonde. Les premières découvertes ont révélé que les armes saisies étaient destinées à renforcer un réseau de combattants bien organisé et potentiellement capable de déstabiliser toute la région. Le fait que ces armes provenaient de plusieurs sources renforce l'idée que le réseau était non seulement bien financé, mais aussi capable de s'adapter rapidement à toute tentative de démantèlement. Dès que l'interception a eu lieu, l'information a été rapidement relayée à la capitale, Ouagadougou, où la réaction institutionnelle a été presque immédiate. Le général Zerbo, en charge des opérations, a coordonné les efforts pour isoler le convoi et empêcher sa dispersion. Les routes secondaires ont été bloquées, et des unités de forces spéciales ont été déployées pour empêcher toute fuite. En quelques heures, l'opération a pris une ampleur internationale. Le Burkina Faso est soudainement devenu un acteur clé dans la lutte contre les réseaux de trafic d'armement qui traversent le Sahel. Mais au-delà de la saisie, l'opération a révélé les vulnérabilités internes du pays. Les numéros de série des armes ont permis de tracer une partie du réseau, mettant en lumière des failles dans la surveillance des frontières et la circulation des informations au sein des différents corps de sécurité. C'est là que le rôle d'Ibrahim Traoré devient crucial. En refusant de dramatiser l'événement et en privilégiant une approche fondée sur les preuves, Traoré a évité une surenchère politique qui aurait pu fragiliser la gestion de la crise. Plutôt que de se laisser emporter par des discours alarmistes, il a imposé une approche rigoureuse et méthodique, centrée sur la collecte et l'analyse des données. Cela a permis d'orienter l'enquête dans la bonne direction et de ne pas se laisser submerger par la propagande ou la confusion. Cette réaction calme et structurée, menée tant sur le terrain que dans les centres de commandement, a permis de prévenir une escalade. Le convoi, bien qu'intercepté, n'était que le début d'un processus de réflexion sur la manière dont de tels réseaux pourraient être neutralisés à l'avenir. Grâce à l'intelligence locale et à la coordination centrale, la réponse burkinabé a réussi à contenir la situation et à entamer le démantèlement d'une organisation clandestine d'une ampleur inédite. Mais cette victoire temporaire ne faisait qu'ouvrir la porte à de nouvelles interrogations sur la résilience de ces réseaux et leur capacité à s'adapter. L'interception n'était que la première étape, et les prochains mois révéleraient la véritable ampleur de la menace. L'interception du convoi du 16 août 2025 n'a pas seulement permis de saisir des armes, elle a également fourni des données cruciales
qui ont éclairé l'ampleur du réseau clandestin qui opérait au Sahel. Les chiffres issus de l'enquête révèlent une réalité bien plus complexe que celle d'un simple trafic d'armement. Une logistique transnationale bien rodée, capable de contourner les dispositifs de sécurité les plus sophistiqués. Le nombre total de camions interceptés, 57, représente déjà un indicateur majeur de l'ampleur de l'opération. Si l'on considère que chaque camion transportait des armes capables d'équiper une armée complète, la saisie de ces véhicules empêche la formation d'une force de 40 000 combattants potentiels. Ce chiffre n'est pas anodin. Il illustre la capacité du réseau à mobiliser des ressources et à mener des actions militaires à grande échelle, au-delà d'un simple trafic d'armement. Mais au-delà de la quantité d'armes saisies, ce sont les données financières et logistiques qui révèlent l'étendue de la menace. Les premiers rapports indiquent pendant que les armes provenaient de multiples sources, dont des zones de conflit comme la Libye et le Yémen, ce qui témoigne d'un réseau flexible et capable de s'adapter à différentes situations. Cette diversité des origines des armes renforce l'idée que le réseau a été conçu pour ne pas dépendre d'une seule source, mais pour s'assurer que les flux d'armement puissent se maintenir même en cas de saisie de cargaison. L'analyse des numéros de série a permis de retracer la provenance de ces armes, et chaque découverte a alimenté une compréhension plus fine des canaux utilisés par ces réseaux. Un autre aspect essentiel des preuves recueillies concerne la logistique financière. Le montant total estimé de l'opération, 1,23 milliards de dollars, est réparti sur 41 comptes bancaires dans 7 juridictions différentes. Ce montant n'est pas simplement un chiffre impressionnant. Il démontre la sophistication du réseau qui a pris soin de fragmenter les fonds pour éviter les systèmes de détection traditionnels. Cette approche permet de dissimuler l'argent et de garantir la continuité de l'opération, même en cas d'intervention des autorités. Les flux financiers fragmentés sont un signe de résilience face à la pression des autorités. Ce système décentralisé témoigne d'un réseau très organisé qui n'hésite pas à investir dans la diversification et la résistance à la détection. En outre, les analystes ont découvert que plusieurs sociétés écrans avaient été créées dans des pays comme le Togo et le Ghana pour faciliter l'acheminement des armes. Ces sociétés ont été utilisées comme des relais administratifs, permettant de contourner les contrôles douaniers et de dissimuler l'origine réelle des cargaisons. Ce type de structuration financière et logistique rend le réseau plus difficile à démanteler car il repose sur une série de maillons interconnectés qui peuvent facilement s'adapter à toute tentative d'interception. Enfin, l'évaluation des risques liés à ce réseau est encore plus frappante lorsqu'on considère la multiplication des sites de stockage et les itinéraires de repli identifiés. Les premières perquisitions dans des entrepôts, garages et domiciles privés ont permis de découvrir des stocks d'armement prêts à être distribués à des groupes armés. Ces découvertes confirment non seulement l'étendue du réseau, mais aussi sa capacité à maintenir un flux continu de ressources malgré les tentatives d'interception. En résumé, les données chiffrées et les informations collectées lors de l'opération du 16 août révèlent l'existence d'un réseau sophistiqué et résilient, capable de s'adapter rapidement aux mesures de sécurité et de continuer ses activités illégales à grande échelle. Ces informations constituent la base de l'enquête et d'une stratégie de réponse globale. Mais elles soulignent aussi une question de fond. Le Burkina Faso et le Sahel dans son ensemble seront-ils capables de s'adapter à cette menace de manière aussi rapide et flexible que les réseaux qu'ils tentent de démanteler ? L'interception du convoi du 16 août 2025, bien que perçue comme une victoire immédiate pour les forces de sécurité du Burkina Faso, a suscité deux lectures contradictoires qui méritent d'être examinées en détail. D'un côté, la majorité des analystes et des responsables de la sécurité considèrent que cette saisie démontre une ingérence extérieure structurée. Les indices sont nombreux. Un convoi de 57 camions, une logistique internationale et des armes provenant de multiples zones de conflit, notamment la Libye et le Yémen. Pour ces experts, l'opération ne relève pas d'un simple trafic local, mais d'une tentative stratégique de déstabilisation régionale.
Selon cette lecture, les réseaux impliqués sont suffisamment sophistiqués pour opérer au-delà des frontières nationales et l'interception du 16 août représente un succès dans la lutte contre une ingérence étrangère coordonnée. En se basant sur les données des numéros de série et les flux financiers identifiés, cette lecture soutient l'idée que les puissances extérieures, en particulier celles engagées dans des guerres civiles régionales, pourraient être les principaux instigateurs de ces transferts d'armement dans le but de fragiliser davantage un Sahel déjà instable. Toutefois, une autre lecture, plus sceptique, émerge également. Certains analystes et segments de l'opinion publique estiment que l'interception ne doit pas être vue uniquement sous l'angle de l'ingérence étrangère, mais aussi comme le signe d'une faiblesse structurelle interne. Selon cette perspective, la logistique complexe du convoi et les failles dans les contrôles internes du Burkina Faso pourraient suggérer une complicité locale ou, à tout le moins, une négligence dans la surveillance des frontières et des réseaux internes. Ces observateurs pointent le fait que le réseau clandestin aurait pu bénéficier de l'inefficacité des contrôles douaniers et de la corruption interne, qui ont permis à une opération de cette envergure de se dérouler sans être détectée. En d'autres termes, si l'ingérence extérieure joue un rôle, elle ne doit pas faire oublier les faiblesses internes qui facilitent ce genre de trafic. Cette lecture suggère qu'en plus de renforcer la coopération régionale et internationale, le Burkina Faso doit impérativement améliorer ses mécanismes internes de surveillance et de contrôle en luttant contre la corruption et en réformant ses pratiques sécuritaires. Un renforcement des capacités locales de détection et d'interception des menaces serait ainsi un complément nécessaire à toute stratégie régionale plus large. L'union des deux lectures, celle de la menace extérieure et celle de la vulnérabilité interne, est peut-être la clé pour comprendre la véritable portée de l'événement du 16 août. En reconnaissant l'existence de ces deux dynamiques, les autorités burkinabées peuvent de mieux anticiper les menaces futures et adapter leurs réponses à la fois aux défis globaux et aux défis internes. Ce compromis entre les analyses externes et internes est essentiel pour établir une stratégie de défense et de sécurité qui tienne compte de l'ensemble des facteurs en jeu. L'interception du 16 août a révélé bien plus qu'un simple trafic d'armement. Elle a mis en lumière une structure cachée, prête à perturber les équilibres politiques du Burkina Faso et au-delà. Alors que les forces de sécurité mettaient la main sur des armes et des financements, un élément clé a fait surface. Les auteurs du complot avaient déjà préparé une architecture politique, comme si une crise imminente nécessitait une réécriture des règles de gouvernance. Des documents saisis ont montré des portefeuilles ministériels déjà attribués, des projets de décrets en cours de rédaction et même un calendrier de mesures publiques planifiées pour être mises en œuvre seulement 48 heures après un éventuel basculement. Cette découverte a changé la donne. Ce n'était pas simplement une tentative d'approvisionnement militaire, mais une tentative de renversement. L'opération visait à créer un vide de pouvoir qu'il s'agissait ensuite de remplir avec une nouvelle structure politique prête à prendre le contrôle. L'interception n'a pas seulement empêché une attaque physique, mais une tentative de réorganisation du pays à travers des acteurs extérieurs. Cela a redéfini la menace. Ce n'était pas seulement une opération d'armement, mais une stratégie de déstabilisation politique. Ce révélateur a orienté les autorités burkinabées vers une réflexion bien plus large sur la résilience de leur souveraineté. L'interception du 16 août 2025 a non seulement empêché une montée en violence immédiate, mais elle a aussi déclenché des conséquences profondes pour le Burkina Faso et la région du Sahel. En premier lieu, l'opération a bouleversé les dynamiques internes du pays. La découverte de l'ampleur du réseau de trafic d'armement a suscité une prise de conscience sur la vulnérabilité du Burkina Faso, tant au niveau de la gestion des frontières que de la sécurité interne. Les autorités ont rapidement compris que l'interception ne représentait qu'une victoire temporaire et qu'une réponse plus large était nécessaire. En conséquence, une série de réformes internes a été lancée. Le gouvernement a renforcé ses mécanismes de contrôle des frontières en déployant des unités mixtes entre l'armée et les douanes pour surveiller en continu les itinéraires sensibles. Cette mesure visait à réduire les flux non déclarés et à sécuriser les zones les plus vulnérables aux infiltrations de réseaux clandestins.
Mais la véritable profondeur des conséquences se situe au niveau régional. L'interception a agi comme un signal d'alarme pour les pays voisins. Le Niger, le Mali et la Guinée, qui étaient également dans la ligne de mire du réseau, ont intensifié leur coopération avec le Burkina Faso pour partager des renseignements et renforcer leur patrouille commune. Ce partage accru d'informations a permis d'identifier d'autres routes de trafic et d'anticiper les tentatives futures d'infiltration. Mais ces actions ne se sont pas limitées à la sécurisation des frontières. Les effets de l'opération se sont propagés au-delà du champ militaire. L'impact politique a été significatif. Les autorités burkinabées ont adopté une approche plus mesurée, mettant l'accent sur la preuve plutôt que sur les déclarations publiques. Ibrahim Traoré, en particulier, a insisté sur la nécessité de ne pas dramatiser l'événement et de se concentrer sur une analyse factuelle des menaces. Ce choix a renforcé la confiance des acteurs opérationnels et a permis de maintenir une stabilité politique dans une période où de nombreux pays auraient pu être tentés de réagir par une surenchère verbale. L'aspect économique n'a pas non plus été négligé. La crise du 16 août a poussé les acteurs économiques à réévaluer leur approche de la stabilité régionale. Dans un premier temps, une certaine prudence a dominé. Des projets ont été suspendus et les investisseurs ont observé la situation de près. Mais rapidement, un retournement a eu lieu. Les banques locales ont enregistré une hausse des dépôts, signe que la population se sentait prête à soutenir l'État face à la menace. Cette réaction témoigne d'un sursaut de confiance dans la capacité du pays à gérer la crise. En revanche, le secteur privé a compris que la stabilité dépendait désormais de la capacité de l'État à maintenir un niveau de vigilance constant. Au niveau social, la population a ressenti un mélange de choc et de soulagement. Les images du convoi intercepté ont alimenté une prise de conscience collective sur les menaces invisibles qui pèsent sur le pays. Cependant, la question de la vigilance a également gagné du terrain dans les discussions publiques. Cette prise de conscience a ouvert la voie à une dynamique de solidarité civile où les citoyens se sont sentis impliqués dans la lutte contre les réseaux criminels. Le rôle de chacun dans la surveillance et la signalisation des menaces est devenu un sujet de conversation courant dans les écoles, les marchés et les radios locales. Les citoyens ont compris que la sécurité ne reposait pas uniquement sur l'action de l'État, mais qu'ils avaient un rôle à jouer dans la prévention des menaces. Enfin, les effets de cette interception vont au-delà des frontières du Burkina Faso. La communauté internationale a salué la réactivité du pays, tout en mettant en lumière la nécessité de renforcer la coopération régionale. Des réunions ont été organisées entre les pays du Sahel pour discuter des actions communes à prendre face à cette menace grandissante. Les sanctions diplomatiques, bien que discrètes, ont également été renforcées contre les réseaux de financement de ces opérations clandestines. Le Burkina Faso est désormais perçu comme un acteur central dans la lutte contre le trafic d'armement au Sahel, mais il doit maintenir un équilibre délicat entre coopération internationale et vigilance interne. À la suite de l'interception du 16 août 2025, 3 directions possibles apparaissent pour les mois à venir, selon les choix des autorités burkinabées et des acteurs régionaux. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais de comprendre ce qui pourrait élargir ou réduire les marges de manœuvre du Burkina Faso face à cette menace transnationale. D'abord, pensons à une évolution la plus probable, où la vigilance se maintient sans rupture majeure. Ici, le Burkina Faso consolide ses dispositifs actuels sans accélérer les réformes. La coopération avec ses voisins, en particulier le Niger et le Mali, se poursuit à un rythme soutenu, mais sans changement spectaculaire. Les forces de sécurité continuent de renforcer la surveillance des frontières et les contrôles internes, mais aucune grande réforme ne voit le jour. Les relations économiques connaissent une reprise progressive, mais restent fortement dépendantes du marché intérieur. La stabilité politique se maintient, mais sous une pression constante de l'extérieur. À l'international, les sanctions sont allégées progressivement, bien que des défis diplomatiques persistent, notamment en ce qui concerne la perception de l'efficacité du Burkina Faso dans sa lutte contre les réseaux armés. Dans cette dynamique, l'accent est mis la gestion de la crise dans une logique surtout réactive plutôt que préventive. Ensuite,
Imaginons une issue plus favorable, où le renforcement régional ouvre la voie à une stabilisation à moyen terme. Si les enseignements du 16 août sont pleinement intégrés et que des réformes substantielles sont mises en place, le Burkina Faso pourrait renforcer sa position sécuritaire et politique à l'échelle régionale. Ici, le pays développe une force commune avec ses partenaires du Sahel, renforçant l'échange d'informations et la coordination des actions de sécurité. Cette dynamique augmente la crédibilité du pays dans les négociations internationales, attirant des investissements étrangers et renforçant la coopération économique régionale. Les réformes institutionnelles, particulièrement dans la lutte contre la corruption et l'amélioration des mécanismes de contrôle, gagnent en cohérence, ce qui apporte une plus grande stabilité à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans cette dynamique, l'accent est mis l'intégration régionale et la coopération sécuritaire, avec une stratégie proactive visant à réduire les menaces futures avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. Enfin, il faut aussi envisager une évolution plus difficile, faite de tensions prolongées et d'une fragilité accrue. Ici, la pression extérieure augmente et les failles internes du pays ne sont pas corrigées à temps. Les relations économiques sont perturbées par des restrictions diplomatiques et des sanctions, ce qui ralentit la reprise. Les flux d'investissement se tarissent et la crise interne est exacerbée par des campagnes de désinformation qui alimentent la division au sein de la population. Les efforts de coopération régionale sont freinés par des divergences politiques et le Burkina Faso se trouve de plus en plus isolé sur la scène internationale. Les forces de sécurité restent confrontées à une forte résilience des réseaux clandestins, tandis que l'État lutte pour maintenir l'unité nationale face à des menaces internes et externes. Cette approche met en évidence la nécessité d'une réforme urgente des institutions de sécurité et de gouvernance pour éviter un effondrement partiel des structures étatiques. L'interception du 16 août 2025 ne se limite pas à un simple fait d'actualité. Elle incarne un tournant dans la manière dont la population burkinabé perçoit la sécurité nationale. Ce n'est plus seulement une question d'interception de camions chargés d'armes, mais de savoir comment ces événements façonnent la société et la conscience collective. Pour les citoyens, la question de la sécurité dépasse désormais le domaine politique et s'invite dans leur vie quotidienne. Les images des camions alignés, arrêtés en plein cœur de la nuit, restent gravées dans les mémoires. Pour beaucoup, cet événement est devenu le symbole d'une menace qui, bien que déjouée, est omniprésente et pourrait surgir à tout moment. Dans les écoles, les marchés et même dans les salons familiaux, les discussions se multiplient. La question n'est plus seulement de savoir ce qui a été évité, mais aussi de comment chacun peut contribuer à la prévention des menaces futures. La société burkinabé, à travers cet événement, a pris conscience de son rôle collectif dans la lutte contre les réseaux criminels et terroristes. L'État seul ne pourra pas tout faire. Le concept de vigilance citoyenne est désormais au cœur des débats. La question de la responsabilité individuelle face à la sécurité est mise en avant, et cela va au-delà de la simple implication des autorités publiques. Chaque citoyen doit sentir qu'il joue un rôle actif dans la surveillance de son environnement et que son engagement peut avoir un impact direct sur la sécurité de la nation. Cet événement a également permis de resserrer les liens entre la population et les forces de sécurité. En réussissant à éviter une catastrophe, les autorités ont prouvé qu'elles étaient capables de réagir rapidement et efficacement. Cependant, cela ne suffit pas. Les citoyens attendent désormais des actions concrètes qui garantiront que de telles menaces ne se reproduiront pas. La question demeure: comment maintenir cette vigilance et cet engagement, non seulement face à des menaces évidentes, mais aussi contre celles qui restent invisibles? Suite à l'interception du 16 août 2025, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique où la réponse à la crise doit être pragmatique et structurée pour prévenir de futures menaces. La priorité réside dans la mise en place de solutions concrètes qui garantissent non seulement la sécurité, mais aussi la stabilité à long terme du pays. Un des premiers axes de réponse doit être le renforcement du contrôle des corridors sensibles. Pour ce faire, des unités mixtes, combinant l'armée, les douanes et la police, doivent être déployées sur les principales routes de transit, en particulier celles reliant le Burkina Faso à ses voisins du Sahel.
Ces unités auront pour mission de surveiller en permanence les itinéraires stratégiques et de garantir que les flux d'armement ne puissent plus circuler sans détection. La mise en place de cette vigilance constante exige une coordination interinstitutionnelle efficace et une surveillance renforcée des échanges régionaux. Ensuite, la fusion des bases de données entre les différents services de sécurité sera cruciale. En combinant les informations provenant de la police, de l'armée, des douanes et des cellules cyber, le pays pourra mieux détecter les menaces et prendre des décisions plus rapides. La réussite de cette initiative dépendra de la qualité des infrastructures informatiques et de la formation des agents. Il est également essentiel que le Burkina Faso adopte une approche plus proactive en matière de renseignement, notamment par l'utilisation de technologies avancées pour surveiller les flux financiers et les communications suspectes. Enfin, une coopération renforcée avec les pays voisins du Sahel, notamment dans l'échange de renseignements et l'organisation de patrouilles conjointes, est indispensable. Cette coopération régionale permettra de mieux contrôler les réseaux transnationaux d'armement et de maintenir une pression constante sur les acteurs illégaux opérant dans la région. Le succès de cette stratégie passera par l'établissement de mécanismes de coopération sécuritaire durable. Le 16 août 2025, le Burkina Faso a frôlé un basculement, mais ce qui s'est réellement joué ce jour-là va bien au-delà de la saisie de camions. C'est l'histoire d'une nation qui a choisi de ne pas se laisser emporter par la peur, mais qui a, au contraire, réagi avec calme, méthode et détermination. Dans les premières heures après l'interception, les autorités burkinabées ont fait preuve d'une résilience impressionnante. Mais cette résilience ne se mesure pas uniquement en termes d'efficacité militaire, elle réside dans la capacité à garder la tête froide face à une menace qui aurait pu déstabiliser tout un pays. Au cœur de cette crise, une vérité s'impose. La vigilance ne s'arrête pas aux frontières. Elle doit vivre dans chaque geste, chaque décision quotidienne. Ce n'est pas seulement l'action des autorités qui a fait la différence, mais aussi celle de la population qui, par sa conscience collective, a choisi de voir au-delà du simple événement et de comprendre les enjeux de sécurité nationale. Ce jour-là, Ibrahim Traoré, en évitant les discours grandiloquents et en privilégiant la preuve, a montré que l'avenir du pays réside dans sa capacité à gérer ces crises avec clarté, sobriété et responsabilité. Ainsi, ce 16 août n'est pas seulement une victoire sécuritaire, mais une leçon sur la souveraineté retrouvée et la résilience d'un peuple uni face à l'incertitude. L'interception du 16 août 2025 a mis en lumière la fragilité et la résilience du Burkina Faso face à une menace complexe, mais elle ne doit pas être vue comme une fin en soi. Ce moment est un rappel que la vigilance doit être constante, non seulement à l'échelle des autorités, mais aussi à celle de chaque citoyen. Le rôle de la population dans la sécurité nationale est désormais indéniable. Comment pouvons-nous tous, à notre niveau, contribuer à un avenir plus sûr ? En restant informés, en signalant les menaces potentielles et en soutenant les efforts collectifs pour renforcer les mécanismes de sécurité, nous avons tous un rôle à jouer. L'État burkinabé, tout comme ses citoyens, doit continuer à évoluer dans un esprit de coopération, en s'adaptant aux défis complexes qui se dessinent. C'est ensemble, en forgeant des liens solides à la fois au niveau national et régional, que nous pourrons assurer un avenir plus stable et sécurisé pour les générations futures. Et vous, quelle action prenez-vous pour participer à cette mission collective de préservation de la paix et de la stabilité ?